il y a la première astuce qui est quand même connue, celle-là, et c'est pas la seule que je vais dire ici, mais qui est d'attacher une image à son prompt. Donc, on décrit ce qu'on veut animer, mais en fait, au préalable, on a généré l'image sur un générateur image, et donc là, on a plus de contrôle sur ce qu'on Mmh. veut. Donc, on génère l'image. Effectivement, derrière, on fait un prompt texte et image sur un générateur comme Runway ou comme Luma, la Dream Machine de Luma. Mais ça encore, parfois, il y a la frustration de j'ai chargé l'image, mais en fait, il l'a animé pas du tout dans la direction que je voulais, donc j'ai pas le contrôle. En fait, il y a un générateur qui permet de cadrer l'animation, c'est-à-dire de pouvoir insérer l'image de début et l'image de fin, et de laisser juste faire le remplissage entre les deux images. Et donc là, contrôle maximum. Et donc, ce générateur, c'est justement la Dream Machine de Luma, qui en plus Mmh. peut être essayé gratuitement, donc c'est intéressant. Et là, on peut vraiment générer les deux images qui correspondent au début et à la fin de son animation. Et c'est tellement cadré que cette fois-ci, le générateur va vraiment faire un excellent travail. Et par exemple, ça peut être intéressant si on veut, par exemple, animer un cliché produit. Salut Sad. Et Lolo, Et bonjour à tous. Donc, nous sommes le 30 septembre 2024 et j'ai le plaisir de recevoir un ami aujourd'hui, San Lebrun, pour cet épisode 80, numéro 96 de Comptoir IA. Et San, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble sur l'IA générative. On a fait plein de trucs, mais là, en l'occurrence, il vient parce qu'il a une très très bonne nouvelle. Un gros sujet, c'est qu'il a sorti un livre qui s'appelle «Booster votre business avec l'IA» aux éditions Vuibert. Livre, donc j'en ai déjà parlé un petit peu, que je trouve excellent. Un travail extraordinaire, un travail de synthèse. C'est facile à lire, en même temps ça reste très pratique. Les recos que tu as mises dedans, je pense elles seront valables dans la durée, parce qu'on parle plus de prompting que de parler d'un outil. T'as pas mis trop non plus d'impression d'écran, voire pas du tout, tu vois? Ce qui aurait été, je pense, compliqué. Hem, mais franchement, je trouve que ce livre, il est extraordinaire pour prendre en main l'IA générative. Je le conseille donc à tous, aux éditions Vuibert, donc de San Lebrun. Boostez votre business avec l'IA. Alors, c'est pas du tout un épisode de promo, parce que justement, tu vas nous réveiller plein de trucs qui sont, dont tu parles dans le livre, et voilà. Et donc San, toi, on se connaît aussi parce que tu as une newsletter sur l'IA qui s'appelle Upmint, où je suis membre premium. Donc c'est une des rares newsletters où je suis abonné payant. Elle est très très qualitative. J'adore cette newsletter, pleine de bons conseils, de tuyaux. Et voilà, et avant, tu as travaillé aussi donc, dans le marketing et la communication, dans la tech. Tu as fait de la tech, de la grosse. Et voilà, et merci d'être ici, Sana. merci Nico. Ben oui, on partage ça un peu en commun, d'être des créateurs de contenu. Toi, plutôt podcast, moi, newsletter. Et on partage aussi le fait qu'on n'est pas forcément des développeurs à la base, hein. On n'est pas en train de coder et de faire du machine learning toute la journée. On est vraiment du côté voilà, des utilisateurs. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça nous aide à évangéliser et à vulgariser un peu l'IA pour permettre à tout le monde d'en profiter. En tout cas, voilà, moi, c'est vraiment l'idée avec Upmint, c'est de faire en sorte que l'IA soit accessible au plus grand nombre, parce que ce ne sera pas une vraie révolution si on n'embarque pas tout le monde avec nous. Et le livre, c'était exactement la même raison pour laquelle l'éditeur m'a approché quand ils ont vu ma newsletter. C'était exactement ça, cette approche qu'ils voulaient avoir, quelque chose qui est accessible à tous. Et d'ailleurs, à ton dernier meet-up, j'ai quelqu'un qui est venu me voir à la fin et qui m'a dit, moi, honnêtement, je suis passé complètement à côté de l'IA pour l'instant. Est-ce que du coup, je peux prendre ton livre, sachant que voilà, j'ai jamais même encore touché ChatGPT? Et j'ai dit, mais oui, complètement. C'est pour des gens aussi comme toi, c'est accessible pour des gens comme toi. Tu verras, tout est expliqué depuis le début jusqu'à, bien sûr, plus de maîtrise, etc. Hmm. Bah, exactement. C'est le maître mot de cet épisode qu'on veut faire un petit peu spécial, quasiment hors série. Et c'est aussi ce que tu as fait avec ton bouquin, c'est accessibilité. Rendre les choses accessibles. Donc, on va prendre le temps de revenir en arrière, de revenir aux fondamentaux. De temps en temps, j'ai eu le plaisir de recevoir des chercheurs de DeepMind, de Meta. De temps en temps, on est allé un peu loin donc, des sujets compliqués par rapport à l'IA, des sujets de pointe. L'objectif, c'est d'essayer d'embarquer un maximum de personnes. Donc, on va vraiment revenir
aux sources. Et je pense que c'est essentiel parce qu'en fait, cette technologie, au final, OpenAI l'a rendue accessible à tout le monde, l'a démocratisée. Elle est sortie des labos et c'est important que tout le monde la prenne en main. Et on est exactement là pour ça tous les deux, San. Donc c'est trop cool. Top. Let's go. Alors, première question classique, San, qu'est-ce qui se passe en ce moment dans l'IA générative? Et quand je dis ça, en général, je dis depuis ChatGPT, quoi, tu vois? Depuis 1 an et demi, 2 ans. Ah ouais, d'accord, on revient, mais effectivement, c'est il y a pas si longtemps et ça va tellement vite que, ça vaut le coup effectivement de sortir, ouais, le nez du guidon et de prendre un peu de recul, même si quand on fait, une newsletter toutes les semaines comme moi, on a tendance à l'avoir le nez dans le guidon. Mais j'allais dire, bah, voilà, pour moi, j'ai toujours l'habitude de dire que, la révolution de l'IA générative, c'est pas, une IA qui fait votre travail à votre place. Ça serait même dangereux de la présenter comme ça et de l'utiliser comme ça. C'est plutôt la fin de la page blanche, quoi. C'est-à-dire que quand on commence un nouveau travail, bah, autrefois, voilà, on commençait un nouveau post LinkedIn, on commençait une nouvelle vidéo, on commençait même un nouveau projet, il fallait faire une roadmap, on partait un peu de zéro. Et aujourd'hui, grâce à l'IA générative, eh ben, voilà, on briefe un peu l'IA et on obtient une base de départ solide, quoi. Donc, c'est pas 100% du travail qui est fait, c'est peut-être voilà, une partie du travail qui est fait, mais c'est beaucoup moins vertigineux. Et à partir de là, eh ben, on peut faire ce qui est le plus intéressant, c'est-à-dire améliorer, ajuster, donc faire encore mieux, le rendre plus proche de sa voix ou de la voix de sa marque. Mais au moins, voilà, on a une base de départ solide et on gagne énormément de temps pour se concentrer sur l'essentiel et peut-être ce qui est le plus intéressant dans notre travail en définitive. Mmh. Évidemment. Est-ce que tu te souviens du moment où tu as essayé ChatGPT pour la première fois? Ouais, vaguement, après, c'est pas là où je suis tombé de ma chaise, très honnêtement. D'accord. J'ai trouvé que c'était assez drôle et je pense que beaucoup de gens restent à ce niveau-là. C'est-à-dire que oui, c'est drôle, il y a un mini wow effect, mais je dirais que, c'est vraiment finalement, en me forçant à l'utiliser régulièrement parce que j'avais cette newsletter à écrire et donc il fallait constamment que, voilà, je donne des conseils, des astuces, des prompts. Donc en me forçant de fait à l'utiliser régulièrement, qu'en fait, j'ai eu une courbe d'utilité exponentielle. Et je pense que c'est ça Mmh. qu'il faut que les gens comprennent, c'est qu'un usage anecdotique, ils n'auront jamais vraiment tout le potentiel de ChatGPT. Et c'est vraiment voilà, en l'utilisant de manière régulière que, au-delà de toutes les formations qu'on peut obtenir, etc., que vraiment on va comprendre comment approcher la machine et on va aussi développer un réflexe ChatGPT. C'est-à-dire que, en fait, très souvent, on fait des choses nous-mêmes encore aujourd'hui parce qu'on n'a pas encore le réflexe ChatGPT, alors que plus on utilise ChatGPT, plus il sera top of mind et plus on se dira tiens, est-ce que je pourrais pas faire ça via ChatGPT? Parfois ça marchera, parfois ça marchera pas, mais les fois où ça marche, bah, on aura peut-être gagné d'un coup 2 heures de travail et donc on sera content d'avoir eu ce réflexe, quoi. Et ça va être d'autant plus vrai là qu'on est en train d'assister à une personnalisation de l'expérience IA. C'est-à-dire que, bah, au début, on utilisait ChatGPT et bon, pendant très longtemps, et encore, c'est le cas pour la plupart des assistants IA, hein, hors ChatGPT. On commence une nouvelle conversation, on est une nouvelle personne pour lui. Donc, tout ce qu'on lui a dit dans le passé, il l'a oublié. Alors, certains diront tant mieux, mais en tout cas, en termes de, voilà, de praticité, c'est pas forcément idéal parce qu'on doit se répéter et lui répéter des choses qu'on lui avait déjà expliquées dans des conversations précédentes. Maintenant, là, il vient d'avoir de la mémoire. Donc, c'est la grosse nouveauté. Et donc, forcément, plus on l'utilise, plus il sait comment travailler avec nous. Il retient certaines demandes qu'on lui fait régulièrement et donc il les intègre dans sa mémoire. Et il sait, voilà, il sait, vous êtes directeur marketing, vous n'avez pas besoin de le répéter à chaque fois. Vous lui dites au détour d'une conversation, mon nouveau boss s'appelle Béatrice. Et ben, la prochaine fois que vous dites, j'ai besoin d'écrire un mail à Béatrice, vous n'avez plus besoin de dire, c'est ma directrice marketing, c'est ma boss. ChatGPT le sait déjà et va adapter ce qu'il va générer pour vous à votre interlocuteur, à votre interlocutrice. Donc, vous allez gagner du temps. Mais voilà, c'est plus vous allez l'utiliser, plus il va savoir travailler avec vous aussi. Donc maintenant, c'est plus seulement dans un sens, c'est les deux sens. Et donc, c'est pour ça que c'est important de, voilà, d'utiliser régulièrement ces outils pour vraiment comprendre leur potentiel. Et comprendre leurs évolutions aussi, en fait, Sam Altman a dit que ses capacités de personnalisation, au début, ça allait presque nous faire un petit peu peur ou nous mettre, mal à l'aise. Enfin, donc on voit que la roadmap d'OpenAI et de ChatGPT, elle est mouvante, hein, elle évolue en fonction de ce qu'il prend, de ce qui se passe. Ensuite, on attend tous aussi un peu un Search GPT qui serait des fonctionnalités de recherche un peu mieux donc dans le ChatGPT, une meilleure connectivité internet. Mais tu as raison, expérience personnalisée, c'est déjà quelque chose d'important. San, quel est l'outil d'IA que tu utilises le plus dans ton Alors, quotidien? ça va Dis-nous manquer tout.
Ça va manquer de variété et d'originalité parce que je vais être obligé de dire ChatGPT. Et pourquoi? En fait, il y a vraiment 2 bonnes raisons. C'est vraiment pas parce que, je serais un vieux de la vieille de l'IA et que je voudrais plus changer d'outil. Il y a des maximalistes, de tel ou tel outil. C'est parce que objectivement, et c'est ce que je dis en formation, hein, je continue, sauf demande contraire du client, à former sur ChatGPT parce que, ça reste, de loin le meilleur outil à tous les niveaux, c'est-à-dire à presque tous les niveaux. C'est-à-dire que même si tu regardes que la technologie en background, eh ben, le modèle GPT, je suis désolé, mais ça reste le plus performant quand il y a des benchmarks qui sont faits de tous les modèles existants, hein. Puis Dieu sait s'il en sort souvent, hein. Voilà, Google, il sort Gemini, il y a Anthropic avec Claude, il y a Facebook avec Llama, etc. Donc, il y a quand même une concurrence. C'est pas comme si on était dans un environnement non concurrentiel. Euh, et ben, malgré tout, voilà, les benchmarks qu'on voit, ou même les moyennes de plusieurs benchmarks qu'on voit, systématiquement, tu vois le dernier GPT, GPT-4o en l'occurrence, voilà, qui est en première position en permanence. Et de même, voilà, il y a aussi des benchmarks qui sont faits sur les capacités, enfin les taux d'hallucination des modèles Mmh. d'IA. Et pareil, tu regardes les taux d'hallucination des modèles d'IA et on en parle assez peu, mais en réalité, c'est largement les modèles d'OpenAI qui souffrent le moins d'hallucination. Et c'est d'un facteur de 1 à 4. C'est-à-dire que tu regardes dans le top 5 des modèles qui ont le moins d'hallucination, il y en a 4, c'est des GPT. Tu as Mmh. le O1, là, le nouveau, le GPT-4o, le GPT-4o mini, le GPT-4 Turbo. Voilà, c'est dans les 4 des 5. Le seul dans le top 5 qui n'est pas de OpenAI, c'est un modèle chinois que nous, voilà, qui est GLM4, qu'on n'utilise pas parce que voilà, c'est plus côté Chine. Bien sûr. Et du coup, si tu veux aller chercher les autres modèles, eux, après, tous ceux qui sont connus un peu, les Llama, les Mistral, les Gemini, ils ont 4 fois plus d'hallucinations que, Intéressant. donc, Mmh. c'est le jour à la nuit. Donc, vraiment, pour cette raison, D'accord. voilà, je suis toujours. Et Donc par ailleurs, ça, c'est la technologie. Le côté fonctionnalité, ChatGPT, pour moi, ça reste le plus riche en termes de fonctionnalité. Voilà, c'est le seul où, si on veut attacher presque n'importe quel type de fichier, il le prend en compte. Va sur Gemini, tu peux attacher une photo, mais c'est tout, pas un fichier de données. En tout cas, sur le Gemini accessible par défaut. Tu peux utiliser la commande vocale voilà, à tout moment. Tu peux faire générer des images, etc., ce qui n'est pas aussi possible sur tous les assistants IA. Donc, c'est lui qui est le plus riche. Il y a les GPT-bots. Bon, voilà. Donc, pour ces deux mmh. raisons, vraiment, que ça soit technologiquement parlant ou en termes de fonctionnalité, ça reste voilà, le meilleur outil. Donc, encore aujourd'hui, commencer sur ChatGPT, c'est pas être coincé en 2022, c'est être toujours à la pointe. Alors, avec un compte, plus, j'imagine? Quand même, ouais, ouais. Mais Quand cela dit, même. quand on est utilisateur gratuit, on a quand même accès chaque jour à GPT-4o, quelques requêtes quand même. Oui, mais alors tu sais aussi que l'usage, la limite d'usage, elle Ouais, est ça va quand vite. même très, très, très limitée. Ouais, Ça de en vrai, je suis pas sûr que OpenAI communique là-dessus, mais je pense que ça doit être, 3 prompts, ouais, ouais. 3 prompts, 3 prompts qui te font Pour ça, ouais. repasser en fait à la version, GPT-4 donc un downgradé de GPT-4o à GPT-4. Ouais. OK, donc ChatGPT, très bien. Je comprends tout à fait tes raisons. Tu as raison sur l'ensemble des fonctionnalités. Les hallucinations, je le prenais pas en compte, c'est un peu intéressant. Je viens de faire un épisode sur Hugging Face, donc j'ai passé pas mal de temps sur le leaderboard, et donc heu, LM6 et la comparaison des différents modèles. Heu, donc c'est sûr que les modèles GPT ressortent. Après, de l'autre côté, moi, personnellement, si je dois faire des trucs un petit peu, avancés, que ce soit sur du texte, sur de l'analyse de données, heu, je le dis souvent, mais moi donc j'utilise Claude et là-dessus je peux voir le MMLU, les performances qui sont sur les leaderboards. Je trouve que Claude est meilleur, sur à la fois, tu vois, sur les capacités de rédaction, sur les capacités d'analyse, sur la compréhension, les capacités de raisonnement. De temps en temps, il y a des gens qui disent que ce Claude d'Anthropic était un peu un mix, hein, entre GPT-4o et o1 Preview, Ouais. qu'il avait déjà, tu vois, un petit peu des mécaniques de chaîne de pensée, des capacités de raisonnement. Heu, mais voilà. Mais je sais pas pourquoi je suis allé hyper loin dans le technique, je parle de MMLU, tout ça, alors qu'on veut faire un épisode accessible Attention. et simple. Donc je Ouais, reviens en arrière, Sam. vas-y. Et donc, as-tu un usage secret ou hyper pratique à nous révéler? Heu, L'astuce de San, dis-nous bah tout oui, à nouveau. mais ça va, je suis préparé parce qu'on me la pose quand même souvent cette question et on me l'a encore posée récemment. Écoute, c'est vrai que ChatGPT est tellement rodé et rerodé que même maintenant, ce qui était des secrets, sont souvent déjà connus. J'allais dire, moi, ce serait plutôt côté vidéo du coup.
Mmh. Je pense que j'ai beaucoup de gens qui peuvent être frustrés quand ils essaient la vidéo parce qu'ils ont la sensation effectivement que le générateur vidéo va pas du tout dans la direction qu'ils espéraient. Ils n'arrivent pas un peu à Mmh. cadrer la génération de la vidéo, sachant qu'en fait, ce qu'on génère quand on fait de l'IA vidéo, hein, c'est pas encore des vidéos d'une minute. Hein. Peut-être on attend Sora de OpenAI, mais pour l'instant, c'est toujours des séquences de 5 à 10 secondes. Et 5 à 10 même, secondes et la plupart du temps, on en prend, 1 et demie ou ouais, 2 là-dedans, non? Hein? Mmh. ouais, c'est la partie qui est la moins déconnante, quoi. Mais ce qu'on observe quand même, c'est qu'effectivement, les gens sont frustrés de ce qu'ils obtiennent parce que effectivement, il part dans tous les sens, le générateur, il comprend mal en fait ce qu'on a en tête. Donc bon, il y a la première astuce qui est quand même connue, celle-là, et c'est pas la seule que je vais dire ici, mais qui est d'attacher une image à son prompt. Donc on décrit ce qu'on veut animer, mais en fait, au préalable, on a généré l'image sur un générateur image, et donc là, on a plus de contrôle sur ce qu'on Mmh. veut. Donc, on génère l'image. Effectivement, derrière, on fait un prompt texte et image sur un générateur comme Runway ou comme Luma, la Dream Machine de Luma. Mais ça encore, parfois, il y a la frustration de j'ai chargé l'image, mais en fait, il l'a animé pas du tout dans la direction que je voulais, donc j'ai pas le contrôle. En fait, il y a un générateur qui permet de cadrer l'animation, c'est-à-dire de pouvoir insérer l'image de début et l'image de fin et le laisser juste faire le remplissage entre les deux images. Et donc là, contrôle maximum. Et donc, ce générateur, c'est justement la Dream Machine de Luma, qui en plus Mmh. peut être essayé gratuitement. Donc, c'est intéressant. Et là, on peut vraiment générer les deux images qui correspondent au début et à la fin de son animation. Et c'est tellement cadré que cette fois-ci, le générateur va vraiment faire un excellent travail. Et par exemple, ça peut être intéressant si on veut, par exemple, animer un cliché produit. Eh ben, Ouais. on a son produit, on a ce cliché produit, par exemple, voilà, une crème de visage, je dis n'importe quoi, qui est sur un background neutre, et une deuxième photo où là, il y a des fleurs autour. Et on va mettre ces deux photos-là dans le générateur, et le générateur va comprendre, et on va mettre le prompt, peut-être une nuée de fleurs voilà, arrive à l'écran, et donc on lance le générateur. Et comme il connaît le début, il connaît la fin, et il a le prompt texte, là, il va faire un excellent boulot pour faire une animation qui va être réussie. Et ça, on peut utiliser après, effectivement, pour faire des pages produits plus attractives, une story Instagram plus sympa qu'une story statique, ou un GIF qu'on va mettre dans Mmh. un emailing. On peut convertir en GIF cette animation. Alors, ça ne veut pas dire que ça marche du premier coup. Hein. Comme d'habitude, avec l'IA générative, il ne faut pas hésiter à faire un essai, deux essais, trois essais. Mais généralement, sur trois essais, il y en a au moins un des trois qui va être canon avec cette technique. Ah génial. Oui, donc Dream Machine de Luma, en effet, super outil San. Je l'ai vu en aussi pour des visuels produits, sur une plage, j'ai trouvé ça trop cool. Heu, Moi, je pense qu'il y a un outil de génération de vidéos qui est excellent en ce moment quand même. Je voulais en parler, c'est Kling, Mm. un des outils chinois sur le 1.5, et je trouve que les résu pour moi, c'est le plus avancé de ce que j'ai vu sur la qualité graphique et le coût, j'ai pris un abonnement payant, le coût comparé à Runway, en C'est vrai. fait, je me suis rendu compte de ça ce week-end. Runway, avec pour 10 $, tu peux générer une vingtaine de vidéos. Sur Kling, pour 10 $, je pense que tu dois pouvoir en faire, 50, Ouais, voilà. surtout ils ont fait un peu des promos, comme ils ont lancé effectivement leur site international. Ils étaient quand même assez agressifs sur le pricing. Mmh. Effectivement, hein, mais c'est intéressant, Kling, parce que jusqu'à présent, tous les outils qu'on utilisait quasiment étaient américains. Hein. On regardait que du côté outre-Atlantique depuis 2 ans. On avait vraiment les yeux rivés. Et là, il y a une offensive chinoise, et on se rend compte qu'en fait, ils ont décidé de ne pas rester seulement sur leur zone du monde, et qu'ils passent un peu à l'offensive. Donc c'est intéressant. Maintenant, ce serait bien qu'on Mmh. voit aussi des modèles européens, mais bon, Bien sûr c'est un autre et des sujet. modèles open source là-dessus. Ouais. Alors donc ton conseil pratique, donc c'était ça, hein, San, sur le Dream Machine. Hem et continuons donc maintenant. La grande question aussi, c'est est-ce qu'une IA peut être créative? Alors, honnêtement, généralement, ceux qui répondent non, c'est plus, par philosophie, et ceux qui n'ont pas vraiment essayé l'IA. Parce que honnêtement, quiconque a un peu utilisé l'IA, que ce soit, côté texte ou a fortiori côté image, heu, est obligé de reconnaître quand même qu'il y a une certaine forme de créativité. Après, voilà, la créativité, c'est pas une science exacte, donc c'est pas quelque chose qui est facile à prouver. Mais voilà, dès lors que côté image, par exemple, hein, il y a quelque chose qui est connu, hein, qui s'appelle le zero shot learning, c'est-à-dire la capacité des IA à reproduire des images qu'elles n'ont pourtant jamais vues avant. Parce qu'on dit parfois c'est des perroquets, les IA images. Voilà, elles régurgitent ce qu'on leur a injecté. Ce qui est faux, en réalité, c'est pas du tout des perroquets. Elles sont capables de combiner des concepts très hétérogènes pour créer quelque chose de nouveau, de novateur,
et de crédible. Donc, voilà, des exemples caricaturaux, c'est si je demande tout d'un coup à l'IA de me générer voilà, une girafe en bikini qui fait du surf sur un arc-en-ciel avec la tour Eiffel en background, cette image n'existe probablement pas, et pourtant l'IA, en 3 essais, je la génère sans souci. Alors, est-ce que c'est vraiment de la créativité? Voilà, encore une fois, c'est difficile à dire, mais est-ce que vraiment les humains, encore aujourd'hui, arrivent à créer des choses complètement ex nihilo qui n'ont jamais été vues et qui ne sont pas des agencements de choses peut-être hétérogènes? Peut-être pas plus. Donc ça, honnêtement, je pense que oui, elle est créative. Après, la question, c'est, la vraie question pour moi, c'est est-ce qu'elle est plus ou moins créative que l'humain? Et souvent, on se rassure en se disant, oh, l'humain ne pourra pas être remplacé parce que la créativité est un peu voilà, un avantage humain. Bon, je ne sais pas si c'est sur ces critères-là qu'on va garder la main. Et je Oui, sais par exemple qu'il ouais. y a eu une étude scientifique qui a été faite récemment par des chercheurs de l'université de Stanford qui ont testé les capacités créatives en termes de génération d'idées de l'IA versus des humains. Et après, c'était sur l'amélioration des LLM, des modèles d'IA. Donc en fait, ils ont fait générer à l'IA des idées sur elle-même, ce qui fait un peu un Inception, mais en tout cas, après, ils ont comparé les idées proposées par les humains et les idées proposées par l'IA sur l'amélioration de ces modèles en termes de baisse des hallucinations, amélioration des capacités. Et ces juges-là, qui ne savaient pas qui avait généré quelle idée, ont jugé en moyenne que les idées de l'IA étaient plus novatrices, plus originales et plus créatives. Le seul Mmh. aspect où l'humain faisait mieux, et légèrement mieux, c'était les idées des chercheurs humains étaient plus faisables. Parce qu'effectivement, l'IA parfois peut tomber dans l'absurde, mais est-ce que finalement, c'est pas aussi un peu de la créativité de faire des propositions absurdes? Mmh. En tout cas, vraiment là-dessus, je pense que le débat sur le fait qu'elle puisse être créative ou non, il est La déjà un réponse est peu fermé. oui. Ouais. La réponse est oui. Donc, ouais, je pense qu'on peut dire, que l'IA a passé le test de Turing, ChatGPT, que l'IA est créative, heu, est très créative et après, en plus de ça, tu vois, on disait aussi pendant très longtemps, en gros, le langage, c'est un peu l'apanage de l'être humain aussi. La machine n'arrivera jamais, à à capter le langage, et à parler aussi bien que nous, voilà et ça, de la même manière, ça a été, complètement dépassé par ces LLM, et sur la créativité, oui, j'en suis, complètement convaincu. Mais ce qui est très intéressant et tu l'as mentionné, Sam, c'est qu'on va je pense qu'on va commencer à y voir un petit peu plus clair, justement sur, qu'est-ce que c'est que l'être humain? Qu'est-ce qui fait notre particularité? Sur quoi est-ce que justement, la machine peut nous remplacer ou pas? Et ça, on le voit en fait petit à petit, jour après jour, c'est fascinant à suivre. San, ensuite, autre question que tu abordes dans Booster votre business avec l'IA, c'est, la question de la propriété intellectuelle. C'est un grand sujet. Grosso modo, on s'adresse ici aussi aux marques. Il y en a plein qui ne savent pas comment se comporter par rapport à ça. Et la question c'est, est-ce que des marques, ben, peuvent utiliser, des œuvres qui sont, générées avec l'IA? Est-ce qu'ils encourent des risques juridiques? On fait des formations tous les 2, tu l'as dit. On accompagne des marques qui sont super sympas. On leur montre des trucs de dingue. On avait fait ensemble, heu, sur ton idée des notamment, tu te souviens une collaboration, mythique, entre Lego et Tesla, et entre d'autres marques. Ces marques-là, on leur montre ça, on leur donne envie. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire à partir de là? Donc effectivement, c'est vrai que la propriété intellectuelle et toutes ces questions-là, c'est souvent une des grosses barrières à l'entrée qui font que les marques rechignent un peu ou sont effrayées. Et il y a elles ont une part de raison là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de flou juridique malgré tout, donc il n'y a pas de réponse exacte sur le risque encouru. En tout cas, il n'y a pas encore eu de législation claire sur le sujet. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'en fait, si on génère une image de manière fair play, et je vais expliquer ce que j'entends par là, mais de manière fair play avec un prompt générique, il n'y a aucune chance de retrouver dans cette génération une image qui aurait déjà existé parce que voilà, les modèles d'IA, ils ont digéré des centaines de millions d'images, c'est à peu près ce volume-là dont on parle, et donc qu'il y ait une image pour la centaine de millions qui ressorte telle quelle, il y a très peu de chances. Après, il y a une question de bon sens, c'est-à-dire qu'en revanche, si on fait des références dans son prompt soi-même à des propriétés intellectuelles, là, on vient chercher la génération de quelque chose qui est protégé de fait. Donc, si on met Super Mario dans son prompt, mange un yaourt, c'est pas parce qu'on est une marque de yaourt et que on a généré en tout main tout honneur une image avec l'IA Ouais. qu'on va pouvoir. Effectivement, l'IA, elle va souvent y arriver à le faire,
mais on aura provoqué l'IA dans la mauvaise direction en citant une propriété intellectuelle, ou même si on met voilà, un plombier moustachu. Voilà, ça c'est. Donc il y a une sorte de question de bon sens où dès lors qu'on provoque pas l'IA dans cette direction, d'elle-même, elle ne va pas aller générer d'elle-même une propriété intellectuelle. Et donc à partir de ce moment-là, on peut utiliser assez sereinement l'image créée. Et par ailleurs, de la même façon, il faut souvent retoucher une image. Effectivement, une image générée va être utilisée, il y aura forcément de la retouche. On va rarement utiliser telle quelle l'image telle qu'elle a été générée. Et donc, pareil, dès lors que là, on va intervenir en plus et modifier certains aspects de l'image à l'ancienne, à la main, cette fois-ci, on peut complètement revendiquer la propriété intellectuelle sur l'image finale. Ah, alors ça, très bonne astuce, hein, que m'avait fait passer ici, mon ami Jonathan de l'agence, Détroit. Oui, c'était ça, enfin, en retouchant, une image avec Photoshop, en rajoutant une signature, en faisant une petite correction ou en rajoutant un nuage, grosso modo, ben, pour le coup, on se retrouve dans une position où on peut copyrighter quelque chose parce que ce n'est plus généré uniquement par la machine, quoi. Exactement. Et en plus, là-dessus, comme effectivement, hein, les juridictions sont différentes selon le pays, etc., là, on a quand même une sorte de consensus sur ce principe-là voilà, qui concerne un peu tous les marchés. Donc, même si voilà, on opère internationalement, on est assez protégé avec ce principe ici. Mmh. La question classique, San, c'est, tout le monde se la pose. Est-ce qu'on a l'obligation légale de mentionner qu'une image a été générée par une IA? Je suis une marque, j'ai fait cette campagne en respectant tout ce on venait de se dire, j'ai pas mis Super Mario. Est-ce que je suis obligé aujourd'hui de mentionner que cette IA, ben, qu'une IA a généré cette image? Il y a absolument aucune obligation et je peux te dire que je connais beaucoup de marques qui utilisent notamment effectivement des visuels IA générés et comme on arrive à un niveau de qualité qui les rend indiscernables versus la réalité, ils ne notifient pas le fait que ce sont des IA images. J'ai encore parlé récemment avec un artiste IA qui travaille pour un grand groupe de distribution et il me montrait ces visuels utilisés en rayon pour voilà, dans tous les grands rayons alimentation, bricolage et c'était des visuels IA générés et c'était écrit nulle part que c'était IA généré parce qu'effectivement, quand on regardait le visuel, on ne pouvait pas se rendre compte que c'était IA généré. Et donc, la marque n'a pas trouvé intéressant de le préciser. Il n'y a pas de gros enjeux ici. Mais effectivement, je pense qu'on est entouré de visuels IA générés déjà sans le savoir. Donc d'accord et donc tu parles typiquement, ben, donc grand groupe, des rayons de supermarché, des visuels qu'on peut voir, en allant faire nos courses, qui ont été générés. Exactement. Alors, voilà, c'est Mmh. leur choix. Après, il y a d'autres marques, effectivement, qui vont utiliser un visuel IA, là, de manière un peu plus agressive, c'est-à-dire une affiche en 4 par 3. Certaines vont le mettre parce que ça leur donne une bonne image parfois. Parce qu'ils Mmh. savent qu'auprès d'une génération plus jeune, voilà, ça fait un peu avant-gardiste d'utiliser, voilà, de montrer qu'on utilise l'IA en tant que marque. Cela étant, j'ai aussi vu, moi, voilà, même des affiches à Paris dans le métro pour une marque de couches. Et je suis absolument sûr, parce qu'effectivement, toi et moi, maintenant, on en digère et on en génère suffisamment des visuels IA générés pour avoir l'œil. Je suis sûr que le bébé représenté était IA généré. Et j'ai passé à la loupe toute l'affiche, c'était écrit nulle part. Donc même là, ils commencent à utiliser pour du 4 par 3 dans le métro des visuels IA générés. Et je pense que la plupart des gens, ils voient que du feu. Après, pour le bébé, c'est peut-être une bonne pratique. Tu te Oui, dis, est-ce que tu vois, moi, je me pose la question à chaque fois. C'est, tu sais, genre, tu regardes un film d'horreur et il y a un bébé dedans, quoi. Tu te dis: «Mais qui sont les parents qui ont foutu le gamin dans un film laisser. d'horreur?» Alors souvent, ça va être une marionnette ou un truc comme ça, mais quand même. Et là, en l'occurrence, tu vois, bon, c'est pas un film d'horreur, mais dans le Non, métro, tu peux te dire: «Bah, écoute, si tu peux générer, un bébé comme ça, tu vois, sans vraiment afficher ton bébé et sans ouais, lui avoir vraiment demandé son autorisation, au préalable ou son accord, c'est plutôt cool». Ouais, ouais, c'est ouais. c'est un bon Bah, en exemple. tout cas, pour te répondre, en tout cas, ouais, il y a à ce jour aucune obligation légale. Donc, c'est après à la marque d'agir voilà, selon ce qu'elle pense être une bonne pratique ou de manière éthique ou non. Voilà, c'est à chaque marque. Mmh. Écoute, moi, je pense que ça veut dire donc qu'il faut en profiter, tu vois? Il faut surtout pas donc être parano à partir du moment où on sait ça et qu'on a compris ça, en gros, je pense que pour les marques, il faut y aller, il faut en profiter. Et après oui, toujours avoir le bon sens dont tu parles. Évidemment, on va pas mettre un monogramme, un motif, Vuitton, sinon là, on va avoir des problèmes. Mais en dehors de ça, en faisant les choses correctement et bien, faut y aller, faut en profiter et c'est le moment ou jamais, j'ai envie de dire. Mmh.
complètement. San, une de tes spécialités, donc revenons sur notre accessibilité de l'épisode. On pense à tout le monde on veut qu'il se mette à l'IA. Heu, quelque chose que tu fais très bien, c'est la structure idéale du prompt. Est-ce que tu peux nous décrire cette structure, San? Effectivement, mais alors, en introduction, voilà, avant de rentrer dans le cambouis du prompt, moi, j'aurais tendance à dire pour commencer que c'est aussi une question de bon sens en l'occurrence. C'est-à-dire que il faut pas aller se torturer l'esprit ou j'ai vu parfois en ligne des structures de prompt avec 10 éléments. Alors, comment voilà, dissuader les gens d'utiliser l'IA en leur faisant croire que pour une requête, ils vont devoir remplir 10 éléments pour avoir une bonne réponse. En réalité, la question de bon sens, c'est aussi considérer finalement qu'on ne parle pas à un robot, parce que ça, on a tendance après à changer la manière dont on s'exprime, mais considérer qu'on s'adresse comme à un assistant humain. Donc, imaginez qu'on parle à un assistant humain, et dès lors qu'on s'imagine qu'on parle à un assistant humain, on va typiquement entourer sa requête d'un peu d'épaisseur et d'un peu de contexte. Parce que personne ne va arriver auprès d'un assistant humain et lui dire fais-moi un post LinkedIn sur ça. On va y mettre, voilà, on va expliquer les tenants et les aboutissants. Pourquoi? Est-ce que c'est pour la page de l'entreprise? Est-ce qu'on veut viser telle cible, etc. Donc, il faut avoir cette sorte d'empathie, la même qu'on aurait pour un assistant junior qu'on va voir et on veut lui donner le contexte pour qu'il réalise le meilleur travail possible. Il faut avoir la même avec ChatGPT, en ne perdant pas à l'esprit qu'on ne s'adresse pas à un être conscient quand même. Il y a une sorte de bonne pratique à avoir ici. Mais en tout cas, de manière vraiment purement technique, ici, c'est de s'imaginer qu'on fait une requête à un humain. Donc, c'est en fait avoir de l'empathie. Et je Mmh. pense que les meilleurs prompteurs, ce sont les meilleurs managers. C'est-à-dire les managers qui savent, quand ils managent, faire une requête en donnant le contexte et en se mettant à la place de l'exécutant pour qu'il réalise le meilleur travail, en se disant de quoi il a besoin, mon exécutant, pour réaliser le meilleur travail. Donc cette empathie-là du manager, elle va se retrouver dans ses interactions avec ChatGPT. Donc faire preuve d'empathie, ce serait une bonne technique de prompt, et faire preuve d'exigence. Et donc c'est un peu OK. voilà, deux niveaux d'un spectre, c'est-à-dire quand je dis faire preuve d'exigence, c'est ne pas hésiter à ajouter des contraintes. Donc, voilà, demander une réponse sous forme de tableau, demander une réponse sous forme de bullet point, demander une réponse plus ou moins longue, demander plusieurs variations d'une réponse. Voilà, il ne faut pas hésiter à être exigeant. Si on demande quel serait le meilleur objet d'email pour cette campagne email, on charge la campagne email, on dit à ChatGPT, ne pas lui demander juste un exemple, lui dire fais-moi 15 variations et je vais choisir la meilleure. Donc, savoir être Mmh. exigeant en donnant des contraintes sur la forme et être empathique un peu sur le fond. Mais globalement, c'est vrai que quand on écrit un prompt, ce qu'il faut retenir après de manière plus précise, c'est que c'est bien effectivement d'avoir une requête qui est assez précise et avec un peu de contexte. Donc, voilà, dans D'accord. quel cadre ça s'inscrit, quel est l'objectif, quelle est la cible. Alors, il y avait une technique qui était très connue, que les formateurs adoraient donner au tout début, c'était de dire à ChatGPT, tu es voilà, un entrepreneur à succès, fais-moi un business plan, je suis moins fan de cette technique-là maintenant. Et j'ai même vu ChatGPT se moquer de moi une fois quand j'ai utilisé ça en disant ah ah, ça me fait rire de m'imaginer comme ça au sommet de ma gloire. Je pense que ça, c'est plus forcément nécessaire parce que typiquement, ChatGPT maintenant sait qui vous êtes, dans quel type de secteur vous travaillez, quel métier vous faites, voilà, si lui avez suffisamment Mmh. utilisé. Donc, normalement, si vous faites une requête dans le cadre de votre travail, vous n'avez plus besoin de lui repréciser tu es voilà, un directeur marketing dans quelle industrie. Et ça, c'est un peu passé. Mais je pense en revanche que voilà, donner du contexte sur la requête, ça fonctionne toujours. OK. OK, tout à fait d'accord avec toi. On va surtout pas, ce qu'on peut retrouver sur internet qui est très dangereux, intégrer 10 éléments, dans un prompt, ça veut dire concrètement tu arrêtes de prompter. Ouais. Heu, je pense que par contre, ben, persona, lui donner un rôle, action, lui demander ce qu'on veut qu'il fasse, format, sous quel format, tableau, liste de bullet points, Ouais. c'est très bien. 3 éléments efficaces à mettre, sachant en plus, comme tu l'as dit, que persona, avec les capacités de personnalisation, il y a une grande partie qui peut être gérée en amont. Ouais. Et la question d'ensuite, qui suit, San, c'est: qui est le meilleur prompteur du monde? Alors, c'est moi, forcément, parce que j'ai quand même écrit un livre sur le sujet, non? Je peux me faire confiance. En français, peut-être. Alors, non, j'aimerais bien. Écoute, en tout cas, un des meilleurs prompteurs du monde, il est accessible à tous.
c'est ChatGPT lui-même. C'est vrai que ça marche pas à tous les coups, donc attention. Parfois, il peut oublier des éléments importants, même lui. Mais globalement, si vous avez une requête un peu large et que vous n'êtes pas sûr du meilleur prompt et en final de quel élément ChatGPT a besoin, finalement c'est ça, c'est qu'est-ce que j'ai besoin de lui préciser pour qu'il fasse le meilleur boulot. En fait, lui donner juste de manière très large sa demande et lui dire de quoi tu as besoin, quel serait voilà, entre guillemets du coup un prompt optimal qui te ferait donner le meilleur résultat. Là, effectivement, ChatGPT va être capable de dire, avec ses capacités actuelles, de quoi il a besoin pour donner le meilleur résultat. Après, attention, il a tendance à faire une liste longue comme le bras d'éléments dont il a besoin. Donc, à vous après de choisir, mais ça peut vous donner des idées, dire tiens, oui, ça c'est une bonne idée que je le précise, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et après, vous pouvez écrire votre prompt en réutilisant les conseils de ChatGPT lui-même. Oui, oui, oui. ChatGPT est, je pense que tu l'as dit, c'est l'outil central, c'est le meilleur outil, c'est le couteau suisse, mais c'est aussi le méta-outil, qui permet de se prompter lui-même, de créer un prompt pour lui-même et de prompter ensuite très bien. Enfin moi, tu vois, je fais pas un prompt, mid-journée, sans, donc pour générer des images, sans utiliser ChatGPT et ça, en fait, il faut que ça devienne un réflexe aussi. Donc utiliser ChatGPT tout le temps pour prompter, c'est le deuxième meilleur prompteur au monde après San, l'auteur de Booster votre business avec l'IA. Heu, San, donc pour continuer là-dessus, il y a une légende, qui est que, bah, ChatGPT, si on s'adresse à lui et qu'on lui dit: «Prends une grande respiration», on nous dit qu'on a des meilleurs résultats. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais, alors effectivement, hein, c'est le genre d'étude, qui, fascine toujours un peu, hein. Il me semble que c'était DeepMind, qui avait fait une étude où je crois que la phrase en entier, c'était: «Prends une grande respiration et procède étape par étape». Ce qui dans les 2 cas, voilà, n'a pas trop de sens, encore plus effectivement pour la respiration pour une IA et alors DeepMind, hein, un gros laboratoire d'IA, donc ils ont fait les choses sérieusement, hein, donc ils ont fait, l'essai avec et sans cette phrase, sur des prompts, tant mathématiques que plus des prompts de logique, mais au moins les prompts mathématiques, on est sûr que la réponse, soit elle est vraie, soit elle est fausse. Donc c'est soit vert, soit rouge. Et effectivement, ils ont réussi à augmenter de plusieurs points de pourcentage, juste avec cette mention, le taux d'exactitude des réponses. Donc voilà, on augmentait de 7 ou 8 enfin de 7 ou 8 points de pourcentage la proportion de bonnes réponses. Et donc ça, c'est désarmant. Honnêtement, c'est désarmant, même je pense pour des gens comme nous qui sommes pourtant bien rodés. Et ça rentre un peu dans cette interprétabilité des IA, c'est-à-dire, en réalité, personne ne sait vraiment qu'est-ce qui se passe dans le secret de l'algorithme, hein. C'est une sorte de boîte noire, Mmh. et donc on peut faire ce genre de constat avec, des requêtes, par milliers. On voit la sortie, on compare les sorties et donc on dit: «Bah, voilà, ça marche mieux». Mais même si vous allez voir les ingénieurs de DeepMind et vous dites: «Pourquoi?», ils sont bien incapables de répondre et Mmh. c'est ça aussi, hein, je pense qui est important pendant qu'on développe l'IA, c'est de continuer à faire en sorte qu'on travaille sur le fait de savoir interpréter ce qui se passe dans cette boîte noire qui ne devrait pas être aussi noire que ça. Mais en Ouais. tout cas, a priori, ça fonctionne. Ça ne veut pas dire pour autant que je ne conseillerais pas de commencer tous ces prompts par prendre une grande respiration avant de me répondre parce qu'on n'en finit pas. Mais peut-être que très exceptionnellement, si vraiment vous avez la requête de l'année pour un projet très ambitieux, vous êtes en train de demander à ChatGPT de vous faire la roadmap de votre gros projet. Là, utilisez cette petite technique, voilà, prends une grande respiration et procède étape par étape. Vous maximisez effectivement, éventuellement, les chances qu'il s'applique dans sa réponse. Bien sûr, San. Donc tu l'as dit, très important, l'interprétabilité des modèles, l'explicabilité des modèles, comprendre comment ils fonctionnent, comprendre pourquoi ils nous donnent ces résultats, sortir de la vision boîte noire. Cette technique, donc en effet, elle fonctionne. Par contre, c'est même pas ne pas en abuser, c'est vraiment, comme tu le dis, l'utiliser une fois tous les 36. Il y en a une autre qui fonctionne, c'est de te dire, attention, c'est, hyper important pour moi, pour ma vie perso ou pour mon boulot, tu décris une situation bien précise, il y avait des modèles là-dessus aussi pour donner un rôle à l'époque des Dan à ChatGPT pour, quasiment désamorcer une bombe. Quand on a cette notion d'importance, ça fonctionne aussi. Donc tout ça, c'est sûr que c'est très compliqué à comprendre et fascinant, mais on ne sait pas tout ce qui se passe sur ces milliards de paramètres. En revanche, il y en a une autre qui est pour le coup plus explicable et c'est souvent, tu sais, quand on s'adresser poliment à ChatGPT, avec une forme de courtoisie, dans le prompt et ça, ce qu'on te dit grosso modo, c'est que tu auras des meilleures réponses à la marge,
Pourquoi? Parce que, ben, tu vois, les zones du modèle, les zones sur lesquelles il est entraîné sur Internet, bah, là où tu as une information plus polie, mieux écrite, de meilleure qualité, bah, ce sont des informations de meilleure qualité. Et Ouais. grosso modo, il fait une petite association et il va chercher plus là-bas. Mais, C'est une explication, ouais, ouais. c'est une explication Mm. donnée pour le fait que ce genre d'astuce fonctionne effectivement, ouais. Mmh. Donc écoutez, donc chouchouter ChatGPT et comme on le dit à chaque fois San, on sait jamais si l'IA Jamais, prend le contrôle du monde, ouais. Il s'en bah, souviendra. autant l'avoir Maintenant de il a notre de la côté. mémoire, il a de la mémoire, donc attention, Maintenant ils ont la c'est bon. mémoire, qu'elle se souvienne de nous, comme quelqu'un de sympa et poli. Trop bien. San, je voudrais parler aussi maintenant du style rédactionnel. Alors, ces modèles sont très forts pour, générer du texte, mais pour générer du texte avec style, avec le style d'une marque ou avec mon style, ton style, le style de quelqu'un, est-ce que tu as des petits conseils par rapport à ça? Alors effectivement, hein, l'objection qu'on entend souvent c'est, ChatGPT j'ai essayé mais quand il génère du texte, c'est beaucoup trop, formaté à la ChatGPT donc je ne peux pas l'utiliser parce que j'ai un style exceptionnel ou tellement différent ou ma marque a sa propre voix qu'on a développée en interne pendant des mois. Très bien. En réalité, effectivement, rien ne vous empêche de continuer à être déjà l'auteur de vos œuvres écrites, hein. On ne veut pas vous déposséder de ce talent. Il y a un vrai talent de copywriter. Cela étant, pour générer des textes qui sont plus proches d'un style donné, il reste la possibilité effectivement de le donner en référence à ChatGPT. C'est-à-dire lui dire, et je procéderai étape par étape, donc une sorte de chaîne de prompts, au moins de 2 prompts, où lui dire d'abord, voilà des extraits, alors il faut donner un minimum de volume, hein, mais je pense qu'on donne l'équivalent de 2 pages Word d'un échantillon texte, et on lui dit, maintenant analyse voilà, le style, la voix, le ton de ce texte, et là, on voit le travail qu'il fait. Au moins, on est sûr qu'il fait le travail parce que parfois, il peut être un peu paresseux et zapper des étapes. Là, il n'a pas le choix. C'est une demande, un résultat. On voit le travail qu'il fait. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant hein, de voir comment il décrit de manière assez granulaire, soit son propre ton, soit celui de notre marque. Et on se demande, on voit après si les valeurs correspondent bien. Et dans un second temps, lui dire, voilà, en utilisant la même voix, le même style, les mêmes tonalités, maintenant, génère-moi un texte ou un article de blog sur ce sujet, etc. Et effectivement, ce ne sera pas forcément 100% aligné, mais disons comme d'habitude, il ne s'agit pas forcément d'avoir des choses qui sont prêtes à l'emploi. Il s'agit d'avoir une base de départ et cette base de départ sur laquelle itérer manuellement sera plus solide. Elle sera plus proche du style recherché. Donc ça marche pas mal de procéder comme ça. Ouais. Merci beaucoup pour ce conseil, San. Je crois que j'ai découvert ça un petit peu moi certainement dans ta newsletter, et le fait de passer par cette étape intermédiaire, du style en lui demandant d'analyser un style, donc avant de pouvoir le reproduire, c'est une étape clé et ça fonctionne hyper bien. Donc faites-le. Hem, San, maintenant j'aimerais aussi qu'on parle un petit peu des cas d'usage, de cas d'usage concrets de l'IA, de l'IA générative. Tu m'as dit que tu en avais quelques-uns dont tu pouvais un petit peu nous parler. Ouais, en réalité, je pense que là où il ne faut pas hésiter à utiliser concrètement ChatGPT pour voilà, générer vraiment des contenus éditoriaux, c'est sur tous les formats qui sont assez standards. Et donc, par format standard, par exemple, je veux dire les communiqués de presse. Ça, un communiqué de presse, c'est un excellent exemple de document. Voilà, on peut en regarder 15 différents. Souvent, ils ont tous le même principe, voilà, d'une accroche, d'un titre phare, d'une accroche. Le texte commence avec la ville, la date, puis quelque chose toujours assez formel, avec une citation, à la fin un appel à l'action et une proposition de poser des questions si nécessaire, etc. Bref, c'est vraiment un format. Après, il y a autant de sujets possibles, mais ce genre de document, du coup, ChatGPT, on a tellement digéré pendant son entraînement des milliers, voire peut-être des millions, que dès lors qu'on lui demande un nouveau communiqué de presse, en lui donnant quand même les informations qu'on veut transmettre, mais vraiment sans entrer dans les détails, sans lui dire comment ça devrait être écrit, qu'est-ce qu'il faut inclure, etc., parce qu'il connaît déjà tellement bien la structure que là, il fait un travail excellent. Donc ça, c'est un exemple de document standard où ça marche très bien. Et il y en a d'autres, une offre d'emploi. Une offre d'emploi, idem, on lui dit juste l'offre, enfin le rôle en question, le secteur, la ville à la limite, et on lui laisse générer voilà, la base de départ, comme d'habitude. Et là, pareil, honnêtement, c'est vraiment impressionnant.
on obtient quelque chose qui est ultra solide. Parfois, on n'est pas très inspiré sur quelle mission vraiment, comment expliquer telle mission. Lui, il va être capable d'adapter au secteur, au rôle. Donc, tous ces documents qu'il a digérés en masse et qui sont quand même très souvent assez standards, lui, il est capable de les recréer à volonté en lui donnant les informations disponibles. Un dernier exemple, c'est la Mmh. FAQ, la foire aux questions sur un site de e-commerce, par exemple. Là, vous avez un business e-commerce. Honnêtement, faire une FAQ, voilà, une foire aux questions, c'est un peu long et voilà, c'est souvent un long document. Lui, Mmh. pareil, hein, c'est des informations qui sont disponibles publiquement, donc il s'en est gavé, le modèle d'IA, pour s'entraîner. Donc là-dessus, il va être capable de générer quelque chose qui va être très solide. Après, à vous, effectivement, d'aller corriger si nécessaire. Mais tout ce qui est ce genre d'usage, c'est rare d'être déçu. Donc là-dessus, c'est là où on peut vraiment utiliser ChatGPT de manière sereine. Et en plus, souvent, c'est des choses qui sont assez chronophages à écrire. Donc en réalité, on gagne énormément de temps. Super exemple. Donc, si vous avez un communiqué de presse, une offre d'emploi ou une FAQ à rédiger, utilisez ChatGPT. En vrai, je suis totalement d'accord. Il est enfin là, c'est maintenant on est vaincu là-dessus Ouais. aujourd'hui. Je pense qu'il faut penser aussi à, ensuite, décliner les contenus, tu vois? Différents formats des pour les réseaux sociaux, par exemple, un petit peu dans toutes les langues. Là-dessus, c'est des tâches qui sont fastidieuses aussi. ChatGPT va très, très vite, c'est excellent. Donc des cas d'usage très concrets sur lesquels on peut gagner des heures. Merci beaucoup Sam de nous les partager. Et alors maintenant, petite blague, pour détendre l'ambiance, c'est est-ce que tu peux nous raconter Sam, la mésaventure des vendeurs d'automatisation? Des vendeurs d'Amazon, tu veux dire? Des oui, oui, tout à fait, des vendeurs d'Amazon qui Parce que j'en utilisent, parle dans mon le livre, donc je vois de quoi tu parles. Effectivement, mmh, l'automatisation par les vendeurs d'Amazon, ouais, carrément. Bah, effectivement, à peu de temps après, la disponibilité, de l'API, hein, sur, il me semble que c'était GPT-4 à l'époque, on a vu fleurir, sur Amazon tout d'un coup des fiches produits dont le titre était, quelque chose comme: «Je suis désolé, mais je ne peux pas vous assister sur cette requête». Donc vous avez déjà des chaises de jardin, des tuyaux d'arrosage qui s'appelaient: «Je suis désolé» et pareil dans la description et cetera. Et ça, c'était effectivement des vendeurs qui doivent en vendre, voilà, qui doivent avoir des milliers d'articles référencés sur Amazon. Donc, ils se sont dit, je vais automatiser ça avec ChatGPT. Et ChatGPT va m'écrire des titres super accrocheurs et des descriptions canons pour mes centaines de produits référencés. Sauf que voilà, ça, c'est les risques de l'automatisation. C'est que parfois, pour une réponse ou pour une autre, l'IA peut bloquer, l'IA peut refuser de répondre, et du coup, elle va répondre qu'elle ne veut pas répondre. oui. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec cette nuée de fiches hein, qui depuis ont été filtrées par Amazon, mais ça avait fait un peu les gros titres, notamment de la presse tech américaine. Et au-delà de ça, ça montre hein, la prudence de ne pas automatiser. Même moi, je dirais presque pas du tout. Honnêtement, j'ai du mal à voir les cas d'usage où il serait raisonnable d'automatiser l'IA, précisément parce que, comme je le dis toujours, il y a toujours besoin de vérifier ce qui a été écrit. Mmh. Voilà, il y a les problèmes des hallucinations, mais même d'adapter hein, la voix, le ton, les informations qui sont données, l'ajuster. Hein, c'est toujours pareil. Pour moi, c'est vraiment une base de départ. Donc, automatiser, ça veut dire que voilà, on utilise tel quel ce qu'a généré l'outil IA sans intervention humaine. Pour moi, c'est risqué et ça a été bien illustré avec cette affaire-là. Mais même en général, sans que Mmh. ça soit catastrophique, ça peut être un peu médiocre, je trouve. Mmh, bien sûr. Oui, c'est comme ça qu'on se retrouve avec Amazon, en effet, avec plein de produits, «Je suis désolé, mais je ne peux pas te répondre», donc c'est quand même très drôle. Ça peut continuer, hein, j'ai vu hier un tweet, de Levelzio, qui faisait une comparaison, tu sais, entre, le coût, d'un abonnement ChatGPT+ à 20-25 $ par mois et le coût en passant par l'API, donc pour pouvoir générer sur, un GPT-4, mini, au mini, grosso modo, pour, ce qu'il disait, c'était que ça te coûtait 25 $ pour générer, je sais plus, tu vois? Je crois que c'était mais on parlait en millions de tokens, et en fait, ce qui veut dire, c'est que tu peux générer beaucoup, beaucoup plus de contenu avec l'API Ouais. qu'avec un compte plus, ChatGPT. Donc en fait, des fiches produits, tu peux en faire des centaines de milliers, voire des millions pour 25 $. Donc on n'est pas au bout de nos surprises par rapport à ça. Ça va Heu, encore arriver, ouais, carrément. ouais. Passons maintenant sur une de tes autres spécialités, cher San, c'est, la partie un petit peu créativité.
pense que toujours intéressant. Moi, je dis que il y a une partie productivité avec l'IA, une partie créativité. Il y a une répartition, hein. Est-ce que c'est un 80-20, tu vois, dans le besoin des entreprises ou un 50-50? Enfin, chacun met le curseur où il veut. On a parlé beaucoup de productivité. Sur la créativité, il y a plein de choses à faire. Et toi, là-dessus, je trouve que tu formalises les choses très bien. Heu, Notamment, par exemple, sur du design créatif pour une marque avec l'IA. Yes. Bah, c'est vrai qu'on peut, hein, quasiment, créer maintenant une marque en se faisant assister par l'IA à toutes les étapes de création de la marque. Assister alors, de manière plus ou moins efficace, hein, faut être méfiant effectivement, mais que ce soit, ouais, de trouver un nom pour une nouvelle marque, ça peut être fait avec ChatGPT effectivement, le faire brainstormer. Mais ensuite effectivement, dès lors qu'on rentre dans le domaine du visuel, arriver à générer des palettes de couleurs qui vont être intéressantes en fonction, voilà, des valeurs de la marque, de son histoire, du produit considéré. Ensuite, génération de logos, ça aussi, c'est pas encore quelque chose où forcément l'IA va exceller et va être capable de le faire, mais elle peut générer des idées qu'on va pouvoir utiliser un peu comme un mood board et ensuite avoir des créations qui vont s'inspirer de ces propositions. Et enfin, tout ce qui est visuel de marque qui vont pouvoir être Mmh. utilisé derrière sur le site web, dans la communication. Bon, là, on va pouvoir effectivement générer des choses en suivant au maximum le style de sa marque. Donc, c'est quand même un gros challenge pour les marques, c'est d'arriver à injecter un peu leur code, leur directive de marque. Ça, longtemps, elles ont un peu galéré, les IA, et là, on voit de plus en plus d'outils en ligne, de solutions, notamment françaises, qui permettent aux marques de charger un peu des visuels existants qu'elles Mmh. considèrent correspondre à leur DA, au style qu'elles souhaitent, et de pouvoir générer ensuite à volonté, une fois ce modèle de marque entraîné, des visuels à volonté, effectivement. Pimento, solution Ouais, française, le ouais. fait, le fait depuis peu. D'autres le font aussi. Mais ça, c'est assez intéressant, effectivement, parce que sinon, c'est vrai que c'est difficile voilà, de trouver son style si on n'a pas d'expérience en génération d'images, si on n'est pas photographe soi-même, on n'est pas designer soi-même, c'est pas forcément évident, et c'est pour ça que ces profils sont toujours de toute façon nécessaires. Euh, et après, même si vraiment on veut procéder directement, il y a quand même des outils sans se lancer directement sur Midjourney qui est quand même un petit peu technique. Il y a d'autres outils. Moi, j'aime beaucoup le générateur visuel électrique. Ouais. Je suis assez fan parce que c'est ultra accessible, ultra intuitif. Donc voilà, pour les débutants qui nous écoutent, ils veulent s'essayer à la génération d'images. Ceux qui se lancent directement sur Midjourney, ils se font un peu vite refroidir. Là, en l'occurrence, on a une barre de prompt. Il y a le prompting assisté. Donc on commence à taper quelque chose et déjà le générateur, un générateur dans le générateur de prompt propose comment enrichir le prompt. Donc ça permet voilà, d'avoir des propositions intéressantes, et c'est bien sûr en fonction de ce qu'on a commencé à écrire, donc c'est pertinent. Et ensuite, l'interface propose aussi les styles, le style dans lequel on va vouloir générer le visuel. Donc là, c'est là qu'on va pouvoir choisir, tiens, flat design, je ne Mmh. connaissais pas, mais en fait, c'est exactement ce que je veux créer. Ça va être nickel niveau illustration. Ou je voulais faire une photo, mais le style cinématique, c'est plus ce que je recherchais. Et donc, Visual Electric donne des échantillons et permet de choisir son style, et on peut tester différents styles. Donc ça peut aussi être une bonne manière, de côté créatif, de mettre le pied à l'étrier avant d'aller sur des générateurs peut-être plus sophistiqués. Mmh. Trop cool, donc il faut y aller. Aujourd'hui, les marques peuvent prototyper, lancer des idées facilement avec, l'IA générative. Donc ça marche, super bien. Pimento, bah, tu as raison. Florent, je l'ai reçu ici, c'est une solution Et oui, c'est vrai. extraordinaire française, donc on le salue. Hem Et alors, quand on va un petit peu plus loin, qu'on s'attaque à Midjourney, San, Midjourney, on a la question des paramètres. Ouais. Donc on était dans Discord, tous les 2. Maintenant, on commence à aller petit à petit sur le site internet, sur la version alpha, qui va être accessible peut-être à un plus grand public. Mais les grands paramètres ou ceux qui sont importants pour toi sur Midjourney, les paramètres, quels sont-ils? Grosso modo, hein, pour ces paramètres, ben, on a le prompt, on va décrire ce qu'on veut, décrire une scène, et à la suite de ça, on va ajouter des paramètres qui vont, avoir à chaque fois un effet très important sur le visuel généré. Ouais, alors effectivement, hein, depuis qu'il y a le générateur en ligne, Midjourney, il y a quand même beaucoup de paramètres anciennement qu'on devait entrer à la main, et il fallait connaître le code du paramètre. Par exemple, pour le format de l'image, ça c'est hyper important. Selon qu'on veut une image portrait ou paysage, ça c'est vraiment les choses de base, et il fallait connaître le paramètre, etc. Maintenant, dans l'interface web,
c'est un peu plus intuitif. On choisit juste effectivement son format sans avoir besoin de connaître le paramètre. Donc ça, il y a moins besoin qu'avant de connaître des paramètres, mais un ou deux qui sont, à mon avis, voilà, intéressants à connaître, à explorer. Alors déjà, pour se sortir de situations où le modèle d'IA s'obstine à pas forcément représenter ce qu'on veut représenter, plutôt que de préciser le prompt, d'insister, d'écrire des superlatifs, le paramètre d'exclusion, ça permet, voilà, de sortir quelque chose qu'on ne veut pas voir. Moi, sur Upmeet, ma newsletter, ma mascotte, c'est un espèce de chat en 3D, en design un peu low poly, donc polygoné. Et donc, je ne veux pas qu'on voit de fourrure. Parce qu'un chat polygoné n'a pas de fourrure, hein, un chat PlayStation n'a pas de fourrure. Et à chaque fois, il me mettait de la fourrure. Donc, je précisais 3D, mesh, etc. Mesh, M-E-S-H, donc le modèle 3D. Et en fait, à la fin, je me suis dit, mais non, en fait, il faut juste que j'exclue. Donc maintenant, je mets no et je mets hair, fur, etc. Et il a compris et il a arrêté de me mettre des poils à mon chat de Upmint. Donc il les prend bien ces exclusions parce que Ouais, moi ouais, ouais, souvent ça marche. moi j'ai d'accord, OK, Ça super. marche vraiment bien, ouais. Donc Donc le paramètre tiret, d'exclusion, tiret, tiret, donc tiret du clavier, tiret du 6 quoi, tiret, no. tiret, no, N-O, espace et ensuite les mots que Et tu veux ensuite, on écrire. peut les mettre à la suite avec une virgule, hein, donc OK. voilà, on peut écrire, et ça peut aussi permettre, par exemple, parfois, on ne sait pas pourquoi, on a beau écrire photographie, Mmh. dans les images générées, il va continuer à nous mettre des choses qui relèvent de l'illustration ou de la peinture, ou des choses qui ne sont pas assez réalistes. Alors plutôt que d'insister genre realistic photography ou Ouais, ouais. ultra realistic, 4K, 8K, oui, exactement, exactement. bien Et sûr. ben là, on lui dit no painting, drawing, illustration. On l'interdit et on a obtenu voilà, ça maximise les chances qu'il tombe pas dans ce travers-là. Donc ça, c'est intéressant. Et Très sinon, mon intéressant. paramètre préféré sur Midjourney, c'est le sref. Donc voilà, Oui. sref. Et ça, en fait, c'est pour faire des très belles images sans y connaître grand-chose. Donc ceux qui veulent briller au début et vont finalement prendre du plaisir, hein, c'est aussi l'idée avec Midjourney. Et ben ça permet J'en ai découvert sur ta newsletter encore une fois des incroyables là, des un qui sref. était un peu chromé là, rose, Ouais, rose, rose et tout, j'adore. là, c'était dingue. Donc ça permet d'utiliser effectivement, d'importer un style qui est déjà tout fait et de l'appliquer sur son visuel. Et du coup, on a besoin de prompter très peu de choses parce que ce paramètre sref personnalisé va inclure toute la dimension créative, la lumière, les couleurs, etc. Et donc, on va pouvoir générer des visuels qui sont en lien avec ce paramètre sref qu'on a entré. Et donc, les valeurs de ce paramètre, eh ben, on les trouve beaucoup sur Internet. Finalement, il y a des créateurs qui partagent leur sref. Et donc, si vous Mmh. écrivez sur Twitter, par exemple, juste sref, S-R-E-F, eh ben, vous allez avoir les styles qui ont été les plus appréciés, qui vont apparaître, les tweets les plus populaires sur ce sujet. Et donc, peut-être qu'il y aura des styles qui vont vous donner envie d'essayer, donc de suivre le sref en question et de l'ajouter dans votre prompt. Ah ouais, non, mais il faut le faire. Comme tu le dis, c'est un shortcut, mais qui est très intéressant, un petit raccourci, mais qui te donne envie parce que tu as l'impression d'un coup d'arriver à faire un truc génial quand tu Ouais, tombes sur un bon style comme ça. Et exactement. et ce qui fait Il n'y a qu'après pas de mal. tu continues. Exactement. Et j'avais eu la même impression moi avec les upscalers, tu vois? Avec, Ouais, Magnifique, tu vois? Au début où j'avais un niveau moyen sur Midjourney et je suis passé avec ça et je me suis dit: «Waouh, ça y est, j'y suis», quoi, tu vois? Super, donc le paramètre sref, on regarde sur Twitter X les sref intéressants, donc sref, on met juste un petit code de, quelques 5 chiffres chiffres. Ouais. et derrière après ça nous génère une image extraordinaire. Merci beaucoup San pour ce paramètre, trop cool et tu l'as mentionné au début donc le -ar, hein, l'aspect ratio, hein, évidemment, une fois qu'on s'y est fait, après on fait ce qu'on veut avec les images, 7/9, 9/16, TikTok, YouTube, tout ça donc paramètre très important. OK, merci beaucoup San pour ces tuyaux. Je voulais parler un tout petit peu de AGI, intelligence artificielle générale, et dans ton livre, tu en parles un petit peu et je trouvais que tu avais, une vision intéressante, quand tu parles de l'autonomie par rapport à l'AGI. Bah, c'est vrai que l'AGI, déjà, c'est un stade qui est déjà lointain. Il y a quand même beaucoup de phases avant d'arriver à l'AGI, à cette super intelligence. Et en plus, le problème de l'AGI, c'est que c'est pas une définition vraiment partagée et claire pour tout le monde. Cette définition où on arriverait à quelque chose qui est même au-dessus de l'intelligence humaine, par définition, c'est quelque chose qui nous dépasse, qu'on n'arrive pas à conceptualiser avec notre cerveau et notre intelligence de pauvres humains. Donc, les débats sur l'AGI, c'est vite un peu mystique, mais pas basé sur beaucoup de raisonnements. Ce qui est intéressant de voir, c'est les étapes avant pour y arriver, pour monter jusqu'à l'intelligence humaine. Et là, du coup, on connaît les étapes. Et pour moi, ce qui va vraiment être révolutionnaire, ça va être effectivement l'atteinte de cette autonomie par Mmh. l'IA.
qui va permettre effectivement de la rendre encore plus efficace et plus productive. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on avait encore beaucoup on a encore beaucoup de requêtes, c'est des one-shot. Hein, donc, l'IA n'est pas capable vraiment de prendre de la liberté, peut-être que c'est mieux pour certains sujets, mais prendre des libertés ou d'essayer d'aller the extra mile. Il faut vraiment la guider, faire des chaînes de prompt, etc. L'autonomie, ça va être intéressant parce qu'on pourra donner des objectifs plus généraux. Voilà, on pourra lui dire je veux atteindre tel volume d'affaires sur tel objet qui est en vente, et ben gère-moi, lance-moi une campagne Facebook. Et donc là, c'est l'IA Mmh. qui ira créer les bannières, créer les textes, lancer la campagne et qui reportera de manière autonome sur les performances et qui peut-être ajustera aussi de manière autonome. Et donc là, ça sera surpuissant en termes d'usage. Mmh. Donc on va développer des capacités de planification pour cette IA, des capacités de raisonnement, pour aller, beaucoup plus loin. OK, trop Et ce cool. qu'on voit déjà avec le nouveau O1, hein, la Bien preview qu'on sûr. voit, le nouveau modèle accessible depuis ChatGPT pour les abonnés plus, quoi, les abonnés payants, on voit déjà un peu elle a gagné en autonomie, c'est-à-dire qu'on fait une requête et d'elle-même, elle va ajouter des recommandations, des précisions, etc. Donc, elle prend cette liberté d'aller plus loin que ce qu'on lui a demandé et de développer voilà, des propositions ou des recommandations. Donc ça, c'est une sorte de proto-autonomie qui est déjà intéressante et enrichissante en définitive. Mmh. Avec le modèle Preview O1, en effet, on voit cette chaîne de pensée qui est un petit peu sous nos yeux, et les différentes étapes, que l'IA suit, pour aller plus loin que si on était sur un prompt classique sur, GPT-4o. Ouais, OK, trop bien. San, alors mais j'ai ma nouvelle question que j'ai inclus depuis quelques épisodes, qui est toujours difficile, mais tu m'as dit que tu avais trouvé une réponse intéressante. Donc si tu pouvais avoir une conversation avec l'IA du futur, c'est-à-dire une IA de 2030, on va dire, Ouais. quelle serait ta première question, cher San? Bah, déjà, quand je réfléchis à cette question, je me dis: «À quoi ressemblerait l'IA du futur?» Ce sera peut-être pas un interface à la ChatGPT comme on a maintenant, ça nous semblera peut-être même un peu préhistorique d'ici là. Et en fait, je crois que souvent on oppose un peu, on s'imagine l'IA versus l'humain, ce qui est naturel. Donc même on dit: «Est-ce que l'IA va nous remplacer? Est-ce que l'IA va être plus intelligente? Est-ce que l'IA?» En réalité, je suis pas sûr que, on soit face à cette opposition longtemps, dans le sens où pour moi, en fait, l'IA du futur, ça sera un humain qui sera boosté par l'IA. Donc, une fois qu'on aura un peu voilà, développé cette fameuse interface cerveau-machine, on va pouvoir démultiplier les capacités cérébrales. Et le fait qu'on ait créé des réseaux neuronaux qui sont virtuels, qui sont calqués autant que possible sur nos réseaux neuronaux biologiques, ça va permettre en tout cas à terme de pouvoir connecter un peu ces réseaux et donc démultiplier nos capacités cérébrales. On va se brancher notre cerveau à un cloud et on va avoir accès tout d'un coup à des centaines, voire des milliers, voire des millions de réseaux neuronaux supplémentaires. Donc en fait, on va devenir des super-humains. Et là, la dernière fois que ça arrivait, ça, hein, c'était il y a 2 millions d'années, quand cette espèce de singe est devenu un humain. Hein. On a eu un néocortex qui s'est développé. Donc on a ajouté des millions de réseaux neuronaux et on est devenu humain. Il faut Mmh. imaginer ce qui va se passer quand on va ajouter, grâce au cloud et aux interfaces cerveau-machine, de nouveau, pour la première fois depuis 2 millions d'années, on va augmenter nos capacités cérébrales et donc il y aura pas, ça sera pas vraiment nous, les humains, versus l'IA, mais ce sera des super-humains boostés à l'IA. Et donc, si je rencontre ce super-humain boosté à l'IA, je pense que ma première question sera lui demander quelle sensation ça fait de penser 1 million de fois plus vite. Excellente réponse, cher mon San, bravo. Donc toi, tu es donc toi, tu vois l'hybridation arriver, et donc la connexion avec l'intelligence artificielle pour pouvoir Complètement. suivre, son rythme de développement. Ouais. C'est vraiment, c'était la thèse d'Elon Musk, hein, Rester en contrôle. avec Neuralink. Ouais. Heu pour essayer de ne pas se retrouver écrasé, par, l'IA qui connaîtrait une progression, trop rapide et arriver à la comprendre. Donc toi, tu es dans cette thèse-là, super intéressant. Hem et donc pour aller un tout petit peu plus loin là-dessus, est-ce que donc toi tu te mettrais un implant, Neuralink?
Alors, ouais, justement, à mon avis, effectivement, là, c'est ce qui fait se dire, cette interface, cerveau-machine, on veut pas se faire, percer le crâne et avoir des électrodes qui rentrent le crâne. Personne ne veut ça. Je pense que c'est pour ça que ça, c'est pas encore accessible aujourd'hui, ou en tout cas, seulement pour des conditions médicales qui justifieraient de prendre ce risque. Mais pour, le grand public, il faudra avoir des interfaces qui sont non invasives. Des interfaces qui permettent, voilà, d'arriver, soit via des nanotechnologies, donc des choses qui sont voilà, indolores, qu'on injecte dans le sang et qui permettent d'accéder au cerveau des nanorobots, soit voilà, des diodes qui permettront à traverser le crâne et arriver à simuler l'activité cérébrale et à la stimuler. Mais en tout cas, quelque Mmh. chose qui sera non invasif, oui, ça, je Mmh. pense que ce sera intéressant parce que ça permettra tellement de faciliter voilà, les interfaces humains-machines, de faciliter nos discussions avec l'IA, puis nous-mêmes voilà, d'accéder à des capacités supérieures que le jeu en vaudra largement la chandelle. Oui, d'accord, super. Donc l'implant, oui, enfin la connexion homme-machine et l'hybridation, si possible, en effet, non invasif. J'avais fait Ouais. un super épisode là-dessus avec Maxime Dorian, un anthropologue que je recevrai à nouveau bientôt. Oui, oui, tant qu'à faire, on va éviter de se faire percer, la boîte crânienne. On va attendre 10 ans de plus, puis on fera ça avec, avec une interface un peu plus soft. Génial. Et ben, merci beaucoup pour cette réponse, Anne. Hem je viens de voir passer moi aussi un truc intéressant par rapport à ça, c'était de se dire, ben, tu vois, grosso modo, aujourd'hui donc avant AGI, là on est beaucoup, confrontés à des copilotes, qui nous assistent, hein, sur lesquels avec lesquels on doit garder la main, et ensuite là on va arriver rapidement, 2025, sur la réalité des agents dont on parle, qui iront peut certainement donc un cran plus loin que ces copilotes avec un niveau d'autonomie en plus, pour Exactement. revenir sur cette autonomie dont tu parlais. Mais bon, je reviens, bien en amont de l'AGI quand je parle de ça. Merci beaucoup Sam de nous partager tout ça. Heu, Est-ce que tu as une timeline sur, l'AGI? Bah, ouais, moi, je table sur quelque chose qui arrivera avant 2030, ce qui est un peu plus tôt peut-être que le consensus. Pourquoi? Parce que je pense qu'on va assister à une explosion des capacités de l'IA dès lors qu'elle va être capable de s'améliorer elle-même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour améliorer l'IA, voilà, c'est les OpenAI qui développent un nouveau modèle et qu'il faut l'entraîner et recoder les meilleurs algorithmes plus sophistiqués, etc. Et je crois que OpenAI, d'ailleurs, se concentre beaucoup sur ses capacités de coding de l'IA. On voit bien, hein, le nouveau modèle O1, une de ses capacités phares, c'est le coding. Et je pense que l'idée qu'ils ont, c'est qu'ils se focusent tellement là-dessus parce qu'ils veulent que l'IA, à un moment, puisse être capable de coder elle-même son propre système et de s'améliorer. Et dès lors qu'elle va arriver à ce niveau-là, on va avoir une explosion d'intelligence, c'est-à-dire qu'elle va être capable de s'améliorer de manière exponentielle. Et là, on va arriver vraiment sur la partie abrupte de la courbe d'intelligence. Et pour moi, ça peut arriver très vite parce que quand et je pense aussi que OpenAI est sur ce genre de calendrier, même s'il ne s'engage pas sur une durée. Moi, j'ai toujours l'impression quand il communique, il le voit à court terme. Et il me semble d'ailleurs que récemment, Sam Altman a parlé de quelques milliers de jours Ouais. pour atteindre ça. Et beaucoup de gens disent, voilà, c'est de la com. Moi, je ne suis pas sûr que ce soit tellement de la com. Moi, je pense qu'ils ont aussi cette ambition par rapport à cette capacité de l'IA à s'auto-programmer, à s'auto-améliorer. Et donc là, on la laisse améliorer. Alors après, bien sûr, mettre des garde-fous gigantesques pour éviter qu'elle nous file entre les doigts. Mais en tout cas, en termes de performance pure et donc d'atteinte de cette AGI supposée, on va pas, pour moi, on n'aura pas besoin d'attendre 2050. Quoi. Et bah, écoute, je partage, ta vision, hein. Pour moi, je vois de 2027-2030, tu vois? Ouais, Enfin, bon, ce que tu fais référence, oui, Sam Altman, il vient d'écrire un papier qui s'appelle «The Age of Intelligence», ouais. qui est extraordinaire, franchement facile à lire, pas très long, qui est un texte magnifique. Le passage de l'âge de l'information à l'âge de l'intelligence, c'est vertigineux. Je pense que franchement, c'est assez incroyable. Les capacités, oui, récursives là dont auxquelles tu fais, référence, ouais, je pense que c'est hyper intéressant. Hem, Merci beaucoup San. Notre dernière question, est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous conseiller? Alors, honnêtement, je suis pas ultra science-fiction. Je suis quand même assez, terre à terre, donc je suis pas c'est pas beaucoup le registre qui, m'intéresse le plus. Moi, je lis plus de la non-fiction.
Donc, si je détourne ta Ouh, question, ce sera la seule fois de tout l'épisode, mais je me permets pour la dernière question, justement, de prendre mon envol. bien sûr. Si j'avais un livre à conseiller à lire qui est plutôt de la non-fiction, mais qui ressemble à de la science-fiction, du coup, ça serait le dernier ouvrage de Ray Kurzweil, je suis même pas, j'espère que je le prononce bien, qui s'appelle The Singularity is Nearer. Alors, je pense que ça va être traduit en français, mais pour l'instant, il est disponible qu'en anglais, donc ceux qui sont à l'aise, mais sinon, attendez la traduction. Et effectivement, hein, c'est un visionnaire qui avait déjà prévu, en fait, quand il avait écrit en 2005, il me semble, ou au début des années 2000, tout ce qui allait se passer avec l'avènement de l'IA, etc. Et donc là, maintenant, il nous prédit ce qui va se passer pour les 20 prochaines années. Et pour lui, il va y avoir cette double révolution IA et technologie synthétique, biologie synthétique, qui va permettre effectivement un peu dans la ligne de ce que je disais sur fusionner avec l'IA. Il développe ça dans son livre et de manière vraiment très détaillée et vraiment intéressante. Donc, s'il y a un ouvrage qui, en fait, ressemble à la science-fiction, mais qui se veut visionnaire à lire, c'est celui que je conseillerais pour cette année. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, San. Merci. Moi, je viens de commencer Nexus de Harari, l'auteur de Sapiens. Ah, je C'est savais pas mal pas. aussi. C'est pas mal aussi. Ça vient de sortir. Il y a quelques Cool. passages qui sont très intéressants. Euh, Merci San, on arrive à la fin de l'épisode. Comme je te le disais, je me disais qu'on pouvait peut-être passer une petite dédicace pour tous nos amis de l'IA, parisiens, mais pas que, français, avec qui on échange en permanence et je pense que c'est aussi grâce à ces échanges et grâce à eux tous que, tu vois, on comprend l'IA telle qu'on la comprend aujourd'hui, qu'on utilise des outils plus que des autres, et je pensais donc cher San, à quelques noms et dis-moi si j'en oublie. Donc on a Ouais. Caro, il y a Caro, notre Gilles, illustratrice effectivement de choc. bien sûr, notre illustratrice, incroyable, heu, notre, facilitatrice, graphique, de talent, Gilles Guéraz, la newsletter générative évidemment, Canon, ouais. John Edwin qui nous aide, tout le temps aussi sur le meet-up, Eddy, qui est très talentueux, Delphine qu'on connaît tous les 2, avec Bancast, Ouais, Thierry, Marine, Christian Riady, ouais. et voilà, et après je pensais aussi à Alexandre et PPC, qui est-ce que j'ai oublié? Rémi du magazine LHC, Rémi magazine. évidemment de LHC, Ouais. Stéphane qui m'a beaucoup aidé sur l'organisation physique aussi du meet-up, et Rémi, magazine LHC exactement, tu as raison, super magazine. Voilà, bon, bah, c'était bien de leur faire un petit coucou. Plaisir. San, merci beaucoup, merci pour tout. Donc on va courir acheter, pour ceux qui l'ont pas encore, booster votre business avec l'IA et surtout Fnac, aussi te découvrir avec, Amazon. la newsletter, Upmint. Ouais. Vous me retrouvez, ouais, 2 fois par semaine, effectivement. Et effectivement, hein, il y a une version payante beaucoup plus longue, mais il y a aussi une version gratuite généreuse. Donc, on peut voilà, s'abonner à Upmint et avoir sa dose de news et d'opportunités IA hebdomadaires sur upmint.com. C'est très facile. Et il se passe quand même beaucoup de choses. Ouais, je suis pas, voilà, je suis pas à court de sujets à traiter, c'est plutôt l'inverse. Ouais. Super. Merci San et je te dis à très bientôt. Merci Salut. Nico. Vous êtes arrivé au bout de l'épisode. Félicitations. Dernier effort, notez-moi 5 étoiles. Le podcast Comptoir IA est soutenu par l'accélérateur Alliance, toujours à la pointe de l'innovation technologique. Contactez-moi sur LinkedIn pour continuer à échanger sur l'IA. À bientôt!